Cette vidéo se regarde mieux dans l'autre sens. Salut, c'est le prof d'histo. Dans ce cours vidéo, nous allons traiter du versant bénin des tumeurs conjonctives cutanées. La durée de ce cours est d'un peu moins de 20 minutes. Cela peut être un peu long. Comme vous le savez, il peut être difficile de rester éveillé et bien concentré lorsqu'on regarde un cours vidéo sur son ordinateur ou son téléphone. Afin d'améliorer votre concentration, je vous conseille de réduire toutes les distractions potentielles, les notifications de votre téléphone et de bien vous isoler. Comme ça, vous pourrez rester concentré pendant tout le cours. Bien entendu, vous pouvez le regarder autant de fois que nécessaire si vous le souhaitez. Premier message, faire ce cours est très difficile en 20 minutes car il existe de très nombreuses tumeurs conjonctives. Celles-ci peuvent être bénignes, malignes, il existe aussi des catégories intermédiaires au pronostic complètement imprévisible et ces tumeurs présentent de très nombreuses localisations et touchent toutes les gammes d'âge. Il faut juste savoir que certaines entités sont plus fréquentes, voire exclusives au revêtement cutané. Dans cette présentation, je vous ai listé la plupart des lésions conjonctives, fibroblastiques, fibrohistiocytaires, spécifiquement cutanées. Nous allons commencer par les molluscomes. Les polypes fibroépithéliaux, fibrome pendulum, molluscum pendulum, acrocordon, tout cela est synonyme. Il s'agit de lésions fibroépithéliales bénignes, généralement chez les femmes en surpoids. Elles peuvent aussi survenir dans le syndrome de Birt-Hogg-Dubé ou lors de la grossesse. Elles siègent au niveau des plis axillaires, des plis inguinaux, des zones périanales, et il s'agit de lésions pédiculées, de petites protrusions filiformes ou de papules qui sont généralement de petite taille. Alors on les enlève à visée cosmétique, mais il faut savoir que les formes multiples peuvent éventuellement s'intégrer dans le syndrome de Birt-Hogg-Dubé. Voilà, donc histologiquement, rien de particulier. Sur la gauche, l'axe conjonctif est plus fin que sur la droite, où la lésion est plus volumineuse, plus pédiculée. Certains auteurs préfèrent le terme de molluscum pendulum ou fibrome pendulum quand la lésion est de grande taille, polypoïde, pédiculée, car elle est plus filiforme, plutôt d'acrocordon, mais c'est plus de la sémantique sans grand intérêt. Alors dans les molluscum pendulum, on peut tout à fait visualiser du tissu adipeux bien différencié qui va faire discuter soit le diagnostic de lipome conventionnel, soit d'amartome lipomateux superficiel, selon notamment le caractère unique ou multiple ou la topographie lésionnelle. L'histiocytofibrome cutané bénin ou dermatofibrome des anglo-saxons est la lésion conjonctive cutanée la plus fréquente. Alors malgré sa fréquence, elle est encore d'histogénèse incomplètement comprise. Elle présente une grande variabilité d'aspect histologique et clinique. Elle touche plutôt les adultes jeunes au niveau de l'extrémité inférieure et du tronc et se présente comme une papule ou d'une plaque unique, rosée ou pigmentée de moins d'1 cm. Plusieurs messages à connaître. Les formes éruptives et multiples sont possibles mais rares. Ces lésions sont bénignes dans l'écrasante majorité des cas, mais il existe 3 formes pronostiques pour les récidives locales, les formes cellulaires, anévrismatiques et atypiques, et il faut savoir que malheureusement, dans la littérature sont décrits des cas exceptionnels d'histiocytofibrome métastatique qui ont conduit au décès du patient. Voici l'image clinique d'un histiocytofibrome cutané. D'un point de vue histologique, l'histiocytofibrome est une tumeur conjonctive à cellules fusiformes qui est de siège dermique. Une caractéristique importante est la décroissance de densité entre le centre, qui est généralement beaucoup plus cellulaire, et la périphérie, qui est beaucoup moins cellulaire, avec un aspect globalement stellaire. Il s'y associe des remaniements épidermiques, sous la forme d'une hyperplasie épidermique associée à une hyperpigmentation basale. L'aspect le plus caractéristique de l'histiocytofibrome est son mode d'infiltration en périphérie qui va englober les trousseaux de collagène et ces derniers vont devenir hyalins. Ils vont changer de teinte avec une teinte un petit peu plus orangéophile. Voilà cet aspect que l'on retrouve de manière quasi constante dans tous les histiocytofibromes, qui n'en est pas pour autant entièrement spécifique. L'histiocytofibrome est cytologiquement très polymorphe, il associe des cellules de morphologie différente, d'aspect fibrohistiocytaire, voire myofibroblastique. Il peut s'associer du pigment hémosidérinique. Voici un exemple d'histiocytofibrome pigmenté.
Ces lésions siègent généralement au niveau de la cheville. On peut parler d'histiocytofibrome hémosidérinique. Vous remarquerez que l'épiderme est nettement hyperplasique en regard de la lésion. On peut s'aider d'une coloration du fer, ici une coloration de Pearls, pour mieux visualiser les dépôts d'hémosidérine. D'autres variantes d'histiocytofibrome sont plus difficiles à visualiser, comme les variantes paucicellulaires ou fibreuses. Elles sont difficiles à voir, on pourra facilement passer à côté ou évoquer un amartome conjonctif ou une cicatrice ancienne. En fait, la lésion se trouve ici et on la visualise grâce à la teinte du collagène et son aspect hyalin. Par ailleurs, l'épiderme sous-jacent ne présentera pas d'aspect hyperplasique mais une nette hyperpigmentation basale. À plus fort grandissement, on note une discrète densification cellulaire qui là aussi s'insinue toujours autour du collagène qui a un aspect plus hyalin que dans le derme réticulaire à distance. L'hyperplasie épidermique induite par l'histiocytofibrome peut aussi conduire à des images très particulières qu'on dit d'induction folliculaire. Ces images peuvent prêter à confusion avec un carcinome basocellulaire superficiel. Et il ne faut pas oublier qu'il peut exister d'authentiques carcinomes basocellulaires superficiels ou infiltrants en collision avec un histiocytofibrome. Autre exemple d'histiocytofibrome avec extension dans l'hypoderme. Ce n'est pas parce qu'il y a une extension dans l'hypoderme qu'on parle d'histiocytofibrome cellulaire. Tout histiocytofibrome un peu profond peut avoir une extension dans l'hypoderme. Celle-ci est généralement focale. Il n'y a pas d'entrappement adipocytaire ou d'image en nid d'abeille, comme c'est le cas dans le dermatofibrosarcome de Darrier-Ferrand. L'infiltration va suivre un peu les septa, mais elle est généralement très focale et il s'y associe une inflammation lymphocytaire. Par ailleurs, on retrouve les caractéristiques habituelles d'un histiocytofibrome, les trousseaux de collagène hyalinisés englobés en périphérie de la lésion, la différence de densité entre le centre de la lésion qui est plus cellulaire et la périphérie, et une hyperplasie épidermique sous-jacente. Petit truc microsémiologique qui permet de faire la différence entre un Darrier-Ferrand et un histiocytofibrome avec extension à l'hypoderme. Dans les histiocytofibromes, on note généralement des petits foyers d'inflammation lymphocytaire à l'interface entre la tumeur et l'hypoderme. Pour le diagnostic d'histiocytofibrome, aucun examen immunohistochimique n'est requis dès lors que la morphologie est typique. On peut néanmoins s'aider d'HMGA2 qui présente une positivité nucléaire, plus ou moins diffuse et plus ou moins intense selon les cas, mais qui est présente dans plus de 3/4 des cas. Il faut bien connaître les pièges immunohistochimiques, notamment le CD34. Le CD34 est en règle générale négatif, mais il existe des cas d'histiocytofibrome qui peuvent exprimer le CD34 de manière très diffuse. Le CD34 est habituellement renforcé en périphérie de la lésion, justement là où les trousseaux de collagène deviennent hyalins. L'actine musculaire lisse, elle aussi, peut être positive dans un certain nombre de cas, en particulier pour les formes des extrémités, les formes cellulaires, anévrismatiques et atypiques. La biologie moléculaire n'est pas indiquée, même si certains histiocytofibromes présentent des anomalies moléculaires spécifiques. On réalisera éventuellement une fiche dès lors qu'il existera un doute avec un dermatofibrosarcome de Darrier-Ferrand. Voilà le phénotype avec HMGA2 qu'on s'attend à avoir dans un histiocytofibrome. Alors attention, HMGA2 n'est pas spécifique, il est positif dans les fasciites nodulaires, dans les lipomes, dans les liposarcomes. Donc c'est juste une petite aide diagnostique. Et voici l'image d'un CD34 dans un histiocytofibrome. Donc c'est un CD34 qu'on pourrait tout à fait retrouver dans un processus cicatriciel. Le derme est généralement positif. Là, il est négatif dans l'histiocytofibrome et on note un renforcement de la positivité en périphérie de la lésion. Cela permet de bien faire la différence avec un dermatofibrosarcome où le CD34 est beaucoup plus diffus et intense. N'oubliez pas, certains histiocytofibromes peuvent exprimer le CD34. Les formes pronostiques. Il existe 3 formes présentant un potentiel de récidive locale. D'abord, les formes cellulaires. On retrouve le collagène englobé et hyalin en périphérie, l'hyperplasie de l'épiderme, mais la lésion est beaucoup plus grande, elle est constituée de cellules qui s'organisent en faisceaux, et les cellules sont plus plump, plus dodues, de plus grande taille. C'est l'architecture en faisceau, la densité cellulaire plus élevée et la cytologie plus dodue qui permet de poser le diagnostic d'histiocytofibrome cellulaire.
Alors il s'agit de formes rares, qui siègent au niveau des extrémités, la tête et du cou. C'est des lésions de plus grande taille. Elles peuvent avoir une extension hypodermique, enfin celle-ci est d'ailleurs quasi constante. Il peut y avoir des mitoses, de la nécrose, et la lésion peut exprimer l'actine musculaire lisse. Autre forme, la forme anévrismale. Cette fois-ci, c'est plutôt les femmes, l'extrémité et le tronc. Au centre de l'istiocytofibrome, on notera une cavité remplie d'hématies et des dépôts d'hémosidérine. Cette forme peut présenter des mitoses. Enfin, la forme peut-être la plus difficile à diagnostiquer est la forme istiocytofibrome à cellules bizarres ou pseudo-sarcomateuses ou istiocytofibrome atypique. Il s'agit d'une forme rare et elle pose le problème du diagnostic différentiel avec un fibroxanthome atypique. La différence entre le fibroxanthome atypique et l'HCF atypique réside dans la clinique. Les HCF atypiques, c'est les extrémités des adultes jeunes, alors que le fibroxanthome atypique, c'est plutôt la région photoexposée chronique des sujets vieillissants. Là aussi, il s'agit de lésions de plus grande taille que les istiocytofibromes classiques. La cytologie est pareille à un fibroxanthome atypique, il s'agit d'une cytologie pléomorphe avec de grandes cellules bizarres, atypiques. La différence avec le fibroxanthome atypique, c'est qu'il n'y a généralement pas d'ulcération épidermique, mais plutôt une hyperplasie épidermique. Ces lésions peuvent présenter de la nécrose centrale, des mitoses atypiques, vu qu'elles sont pléomorphes, et une extension hypodermique. Dans ce tableau, je vous récapitule brièvement les principales différences entre l'histiocytofibrome et le dermatofibrosarcome. Donc l'histiocytofibrome, c'est plutôt une lésion de petite taille. L'histiocytofibrome est beaucoup plus polymorphe que le dermatofibrosarcome. En effet, ce dernier est caractérisé par une translocation. L'architecture storiforme est beaucoup plus marquée dans les dermatofibrosarcomes. Ces derniers ont une infiltration profonde qui est peu inflammatoire avec un aspect en nid d'abeille, c'est-à-dire que les adipocytes ne sont pas atrophiés par l'infiltration. Le CD34 est beaucoup plus intense et diffus dans les dermatofibrosarcomes et il y a bien sûr un réarrangement moléculaire à rechercher. Autre lésion fibrohistiocytaire, l'histiocytofibrome épithélioïde. Alors initialement classé dans les histiocytofibromes, il s'agit en fait d'une lésion complètement distincte. Il s'agit d'un ALCOM, cutané de phénotype histiocytaire. ALCOM pourquoi? Car ces lésions sont liées à des anomalies du gène ALK. Ces lésions sont tout à fait distinctes de l'histiocytofibrome. Il s'agit de lésions rares, l'âge moyen est de 39 ans, et dans 3/4 des cas, ces lésions touchent les membres inférieurs. Cliniquement, il s'agit d'un nodule ou polype, qui est généralement brunâtre. Ces lésions sont tout à fait bénignes, mais certains cas peuvent récidiver. Ces lésions sont nodulaires dermiques, forment généralement un nodule bien limité dans le derme superficiel, mais peuvent aussi siéger dans le derme moyen. Lorsqu'elles sont superficielles, elles sont souvent entourées de collerette épidermique, comme vous voyez dans cet exemple. La lésion est constituée de plages diffuses qui réalisent un nodule et qui sont constituées de cellules épithélioïdes. La différence avec l'histiocytofibrome cutané classique, c'est qu'il n'y a pas de trousseau de collagène englobé en périphérie de la lésion. En effet, celle-ci demeure bien limitée. À plus fort grandissement, les cellules sont épithélioïdes, ont un cytoplasme ample, discrètement éosinophile, un peu laqué, avec des noyaux ovalaires, peu atypiques, relativement monomorphes, une chromatine vésiculeuse, un fin nucléole central. Assez régulièrement, on note des cellules voire trinucléées, non atypiques. La lésion est extrêmement monotone. Monotone pourquoi? Car elle présente des réarrangements du gène ALK. Ces réarrangements sont retrouvés dans plus de 88% des cas. Ils sont retrouvés par l'analyse FISH, mais aussi en immunohistochimie où on note une nette surexpression de ALK. Les principales différences avec l'histiocytofibrome, la silhouette, là c'est mieux limité, il y a des collerettes épidermiques alors que dans un histiocytofibrome il y a plutôt une hyperplasie épidermique. La densité est variable du centre vers la périphérie dans l'un et plutôt homogène dans l'autre. Il y a le collagène hyalin englobé dans les histiocytofibromes. La lésion est plus monomorphe dans la forme épithélioïde et il existe une expression de ALK dans la forme épithélioïde. On peut aussi céder de l'EMA et du CD30 qui peuvent être positifs dans ces lésions. Devant cette morphologie ou le phénotype immunohistochimique avec EMA ou ALK, on pourra évoquer un périneurium épithélioïde, une tumeur de Spitz, voire un myoépithélium syncytial. Il faudra céder de plus de marqueurs immunohistochimiques pour pouvoir préciser ces différents diagnostics. Voilà, nous avons vu les lésions les plus fréquentes. Maintenant, on va descendre en fréquence. D'abord, les cicatrices hypertrophiques et kéloïdes,
Juste quelques mots, les cicatrices hypertrophiques, il s'agit de tissus cicatriciels en excès suivant un trauma, alors que les cicatrices kéloïdes présentent une hyalinisation caractéristique et s'étendent au-delà de la zone de traumatisme initial. Ces lésions peuvent toucher l'adulte jeune et les enfants, sont bénignes mais peuvent récidiver. Cicatrice kéloïde, l'aspect du collagène est tout à fait particulier, hyalin. À plus fort grandissement, ce collagène hyalin caractéristique d'une cicatrice kéloïde. Cette hyalinisation peut être très focale ou très abondante. La cicatrice hypertrophique, elle, a une silhouette nodulaire, ne dépasse pas la zone du trauma, elle présente toutes les caractéristiques d'une cicatrice, c'est-à-dire des faisceaux myofibroblastiques horizontaux ou vaguement nodulaires, plus ou moins cellulaires, des petits capillaires verticalisés et du néocollagène, mais il n'y a pas de hyalinisation. La papule fibreuse. La papule fibreuse ou angiofibrome de la face est une tumeur relativement fréquente qui siège en particulier au niveau du nez. Elle apparaît chez l'adulte d'âge moyen, au niveau de la face ou du nez, et est constituée d'une papule de couleur chair asymptomatique. Il s'agit d'une lésion tout à fait bénigne, mais qui va poser le problème de diagnostic différentiel avec une sclérose tubéreuse de Bourneville, voire une NEM de type 1, notamment lorsque ces lésions sont multiples. Histologiquement, on note une déformation en dôme du revêtement cutané par une lésion qui semble plus ou moins cellulaire, fibreuse, dans le derme papillaire, repoussant ou englobant les annexes. À plus fort grandissement, il s'agit de dendrocytes dermiques, c'est-à-dire des cellules fusiformes avec un peu de cytoplasme éosinophile qui s'agencent entre les trousseaux de collagène et s'associent volontiers à des structures vasculaires. Initialement, ces papules étaient pensées comme des névus dermiques, mais elles n'expriment pas de phénotype mélanocytaire. D'ailleurs, certaines sont pigmentées. Il existe aussi des papules en inflexion plus épithéloïde ou à cellules claires qui sont de diagnostic plus difficile. Autre lésion, le fibrokératome digital acquis. Il s'agit d'une protrusion fibroblastique bénigne qui pousse sur les doigts et qui peut prêter à confusion avec un doigt surnuméraire. C'est la clinique, l'apparition lésionnelle qui permet de poser le diagnostic. Ces lésions touchent les adultes d'âge moyen, les doigts et les orteils et se présentent comme une papule ou une corne avec une collerette hyperkératosique assez caractéristique qui entoure leur base. Voici l'image histologique d'un fibrokératome digital. Il s'agit d'une protrusion dermique hyperkératosique qui siège sur les doigts et les orteils. Alors, le diagnostic différentiel, c'est le doigt surnuméraire, donc il ne faut pas qu'il y ait de structures comme du cartilage, de l'os, des structures nerveuses ou musculaires qui permettront plutôt d'évoquer un doigt surnuméraire. À plus fort grandissement, vous voyez que dans le derme, il y a des vaisseaux, des fibroblastes et que l'épiderme est nettement hyperplasique, orthokératosique. Autre lésion, le léiomiome dermique. À la différence des léiomyomes utérins ou des angioléiomyomes, le léiomiome dermique est développé aux dépens des muscles arrecteurs pilaires. Il s'agit d'une lésion rare. Il existe des formes multiples qui sont syndromiques, liées à des anomalies de la fumarate hydratase, et des formes solitaires, sporadiques, avec une présentation clinique différente. C'est plutôt des hommes avec des plaques. Histologiquement, il s'agit d'une tumeur dermique, soit en plaques, soit nodulaire, qui est constituée de faisceaux musculaires lisses tout à fait typiques, qui ne présentent ni atypie, ni pléomorphisme cellulaire, et généralement aucune mitose. Autre lésion qui n'est pas musculaire lisse cette fois, mais myofibroblastique, il n'y a donc pas d'expression de la H-caldesmone, et qui touche les femmes jeunes. C'est le dermatomyofibrome. Le phénotype est myofibroblastique, on peut avoir une expression de l'actine musculaire lisse et de la calponine, mais il n'est pas musculaire, donc il n'y a pas d'expression de la H-caldesmone ou de la desmine. Ces lésions sont rares, elles siègent au niveau du tronc supérieur de l'épaule et du cou et forment une plaque asymptomatique. L'exérèse est généralement curative, il s'agit d'une lésion bénigne. Voici histologiquement l'aspect d'un dermatomyofibrome, avec ses faisceaux myofibroblastiques parallèles à l'épiderme, plus ou moins associés à de l'inflammation. Les annexes sont souvent englobées dans cette prolifération. Enfin, deux autres lésions à connaître qui ont une morphologie relativement évocatrice. Le collagénome storiforme, qui est une tumeur CD34 avec un aspect très particulier du collagène qui présente de nombreux artefacts de craquellement donnant un aspect boisé.
C'est des lésions qui sont ubiquitaires, de petite taille, qui touchent les adultes jeunes, qui peuvent être syndromiques, là aussi, dans le syndrome de Cowden, ou amartome lié aux anomalies de Pitten, et qui sont bénignes. Voici l'image d'un collagénome storiforme, c'est une lésion nodulaire dermique avec un aspect très particulier du collagène qui est hyalin et qui forme des artefacts donnant un aspect boisé. Ici associe une prolifération de cellules fusiformes qui sont vaguement storiformes et qui sont nettement immunoréactives pour le CD34 qui va justement dessiner cet aspect boisé. Le diagnostic différentiel de ces lésions est le périnurium sclérosant. Il n'y a donc pas d'expression des marqueurs périnuriaux dans le collagénome storiforme. Neurotécome cellulaire, alors un grand faux ami, il n'y a rien de neuro dans cette tumeur. En fait, elle était initialement confondue avec les myxomes des gaines des nerfs périphériques qui sont traités dans l'item correspondant. Ces lésions ne présentent pas de phénotype schwannien, sont donc S100 et SOX10 négatives et dérivent probablement d'histiocytes ou de fibroblastes avec expression de marqueurs non spécifiques, le NKIC3, la NSE et parfois l'actine musculaire lisse. D'un point de vue clinique, ces lésions touchent plutôt le jeune au niveau des membres supérieurs, la tête, le cou et les épaules, se présentent comme un nodule ou une masse indolore allant jusqu'à 2 cm. Il s'agit d'une tumeur bénigne, même si elle présente des caractéristiques histologiques atypiques, et on pourra parler de neurotécome cellulaire atypique. Histologiquement, l'aspect est très particulier. Il s'agit d'une lésion qui est lobulée, presque plexiforme, formée de différents nids qui s'étendent dans le derme. Et ces nids peuvent être plus ou moins myxoïdes. Cette imbibition variable est trompeuse et peut faire prêter à tort le diagnostic de myxome des gaines des nerfs périphériques. Lorsque l'imbibition myxoïde est très marquée, on peut voir des plages dermiques entièrement myxoïdes. À plus fort grandissement, voilà l'aspect de ces cellules. Celles-ci ne sont pas atypiques, elles ont un cytoplasme pâle, discrètement éosinophile et ont tendance à s'enrouler un peu en périphérie dans cette matrice myxoïde.